Bonjour tout le monde, bienvenue à votre rendez-vous hebdomadaire de l'émission À l'affût. Aujourd'hui, beau reportage de chasse au chevreuil avec Madame Marilyn Soucy, une jeune fille multidisciplinaire en forêt, comme vous allez le constater. Vincent vient nous parler de certains dispositifs à utiliser pour bien ajuster nos carabines et je vous parle d'une importante opération des gardes-chasse au Québec, l'opération Panache. Un moment particulier de l'émission que j'adore, parce que je ne sais jamais quel sujet qui va arriver. Vincent, mon expert technicien. Salut Vincent. Salut Sylvain. J'ai parlé en introduction de certains dispositifs à utiliser pour mieux ajuster nos carabines. Est-ce qu'ici, on peut parler de dispositifs pour le particulier ou c'est seulement toi, en tant que professionnel, qui utilise ces accessoires-là? Pour les particuliers qui peuvent ajuster eux-mêmes leurs armes à feu. Si on va d'un champ de tir officiel, souvent ils sont équipés pour ça. Exact. Mais la personne a la possibilité d'ajuster son arme chez eux, sécuritairement, peut utiliser ce type de dispositif-là. On dit arme à feu, mais ça marche pour l'arbalète aussi. Là. Ça marche pour l'arbalète aussi, OK, ben oui. Parce que ça, on parle ici que c'est mon Dieu, c'est donc bien léger, ça. Je pensais de prendre un matériel très lourd, parce que finalement, tu as eu de mauvaises expériences avec des genres de poches de sable. Oui, écoute, ce fait commercial, c'est des particules synthétiques à l'intérieur. Ah oui. Pourquoi que je parle du sable? Du sable, c'est très fin, ça passe au travers des coutures. Donc, si ça passe au travers des coutures, ça s'en vient sur une table de tir. On met nos balles touchent à du sable. On insère la balle. Et là, on vient d'un peu d'esquinter le mécanisme de nos carabines. Donc, le sable peut briser, pas briser, là, mais soit le verrou ou la chambre pour la munition, la balle. Bien, il n'y a rien de plus irritant et de détestable de faire actionner le mécanisme de ton arme puis d'entendre un grichement un peu. Comme dirait qu'il y a des dépôts de sable dedans. Fait que le sable, je fais très attention si vous les faites vous-même ou si vous mettez des pois, du riz, ben, ça s'appelle pas d'humidité parce que votre poche de tir va moisir. Elle va moisir. Il faut mettre du synthétique pour être sûr de pas briser nos armes ou faire ça pour rien. Donc ça, c'est une paire, parce que un est fait pour le fût de l'arme ou de l'arbalète et l'autre pour accoter la crosse. Oui, c'est bien ça. Puis qu'est-ce que j'aime d'un système avec des poches comme ça? Si je vois que ma croix est trop basse, au lieu de jouer, essayer de la lever, je fais juste presser un peu ma poche avant. Ça prend pas grand-chose des fois, juste pour... L'arme relève. L'arme relève, puis ma croix est parfaite. C'est génial. Bon truc. Fait que ça, c'est vraiment de quoi de très compact. Oui. On a des choses qui est un petit peu plus gros. Qu'on a besoin d'une vraie table de tir, on va dire, pour l'installer. Donc, une armature ici que tu peux vraiment positionner ton arme de façon stable. Oui. Ce modèle-là en particulier, il y a certains modèles qui ont même des petits compartiments qu'on peut laisser des choses, coton de nettoyage, tout notre kit de nettoyage, à même notre rack pour tirer de l'arme à feu. Oui, parce que là, tu m'amènes sur un terrain. J'imagine que quelqu'un qui fait l'achat de ce dispositif-là, comme pour ajuster son arme, peut s'en servir aussi comme atelier de nettoyage. Comme atelier de nettoyage. C'est pour ça que des fois, c'est le fun qu'il y ait des petits compartiments à côté. Mais il y en a pour tous les goûts, tous les prix. Intéressant. Quand je te disais les petits compartiments, on tombe sur un modèle qui a notre fameux compartiment. OK. On a des vis d'ajustement au centre pour pouvoir monter, pour être bien épaulé, comme à chaque patte, on va dire, pour que ça soit vraiment au niveau. Ce système-là, il y en a certains qu'il y a même un adaptateur pour la crosse. Fait qu'on n'est pas obligé de l'accoter directement sur notre épaule. On va chercher un peu moins de recul avec un système comme ça. Mais des modèles, il y en a. On aurait pu en amener toute la journée. Mais ça facilite la façon d'ajuster nos armes à feu. Bien, moi, je vois ce modèle-là un peu plus perfectionné, justement avec les tables qui s'ajustent, les pattes qui s'ajustent au niveau. Quelqu'un, par exemple, qui vient de poser sa lunette de visée,
et qu'il y en ait à ses premiers Oui. tirs, c'est bien important que l'arme soit au niveau, que la lunette soit au niveau. Donc, il est capable à ce moment-là d'ajuster de façon micrométrique le positionnement de son atelier. C'est sûr que si la personne est équipée ou fait affaire avec un magasin spécialisé, peut faire un préajustement. OK. Un préajustement, c'est on va dire, un système qu'on rentre dans le canon, tout dépendant du calibre, OK. avec un système de niveau en avant du canon. On est capable de préajuster notre télescope. À une certaine époque, les gens appelaient ça un bore sighter. Ouais. On avait de la difficulté à le traduire. Il y en a maintenant qui appellent ça un ajusteur d'armes de canon, parce qu'on rentre une tige véritablement à l'intérieur du canon. Et c'est un dispositif qui, avec ta cible en tant que telle, est capable de bien orienter le réticule de ton télescope. Il y en a, C'est pas pire, ça. il y en a qui sont aimantés, certains plus professionnels comme celui-là. Si on fait un préajustement, on peut se dire qu'on ménage des balles, parce qu'à 150 pieds, 50 verges, on peut tirer on va dire, d'un plat de margarine. Et c'est un préajustement, Ouais. comme tu l'as bien mentionné. Après ça, il s'agit juste de faire des ajustements de précision. Bien, très intéressant ces accessoires-là, Vincent. Quelqu'un qui a des facilités d'ajustement et pour quelques dollars, il est capable de s'organiser par lui-même. Ouais. C'est toujours mieux que de donner l'arme à quelqu'un d'autre puis dire « Ah, OK, Fais-les. elle est ajustée, fais-les, puis je me fie sur toi. » Tu m'accompagnes, on va Oui. rencontrer une talentueuse jeune femme du nom de Marilyn Soucy qui prépare bien sa chasse au chevreuil et même fait une petite incursion dans le monde du piégeage des animaux à fourrure. C'est rare qu'on voit ça, on va l'écouter avec attention. Je suis venue installer des caméras ici dans le secteur parce que je le sais que c'est un bon secteur. Ça fait plusieurs années là, que je viens ici. Les sentiers naturels, les anciens sentiers là, qui ont été battus, on voit que c'est pas super bien entretenu, mais c'est toujours des chemins là, que les chevreuils ils vont utiliser dans leur déplacement. Fait que moi, j'ai mis des caméras à différents endroits dans le sentier pour être capable justement de, des fois, ils passent par un sentier, d'autres passent par d'autres. Fait que quand on veut être capable de vraiment connaître notre population, là, c'est bien de mettre des caméras. Des fois, elles sont proches, mais ça filme totalement des chevreuils différents. Là. Fait que c'est ça. Aujourd'hui, je m'en viens dans le secteur là, regarder toutes mes caméras que j'ai installées. Sur la caméra, j'avais plusieurs... on voit que j'ai plusieurs bêtes. On voit un dindon sauvage là, qui part à la course. J'ai un petit veau qu'on voit bien là, qui passe de jour. Il se promène, il passe directement devant la caméra. Ensuite, de nuit, par contre, on voit bien, là, il y a un chevreuil qui s'approche vraiment bien de la caméra. Des fois, les caméras émettent un petit bruit ou une lumière, un clicotement. Là. Le chevreuil il est curieux, fait qu'il s'approche vraiment proche là, pour voir c'est quoi, dans le fond, là, parce qu'il est curieux. Je suis venue me promener ici dans ce secteur-là. C'est un secteur qui est assez bon pour le chevreuil. Par contre, moi, j'ai des pièges installés ici. Fait que tant qu'à aller voir des caméras, je me suis dit, on va rendre ça encore plus plaisant. Fait que j'ai amené ma pince au cas que mon piège serait déclenché. Donc, on va aller voir ça. Dans le fond, ici, j'ai un piège 160 que moi, j'utilisais ici pour essayer d'attraper. J'ai un pécan qui passe souvent. À chaque année, je le pose. Je ne l'ai jamais attrapé encore, mais ça passait pas un milieu où est-ce que j'ai beaucoup de pécans. Fait que je me mets quand même une boîte ici là, à toutes les années. Mais là, mon piège est déclenché, fait que je vais être bonne pour le reclencher. Ça qui est pas en doute à la bonne place.
Dans le fond, mon piège n'est pas encore enclenché, là, fait que je vais le mettre en mode plus dangereux. Ça, c'est un plus petit piège, fait qu'on est capable de l'éclencher à main. Par contre, on vérifie tout le temps que nos barrures sont bien dessus, parce que oui, le piège est plus petit, mais ça fait mal pareil. Fait que là, je me tasse les mains de la zone de danger, parce que tu sais jamais quand est-ce qu'un ressort peut lâcher. Moi, j'y ai vraiment le rentrer, puis je replie, je vais enlever mes barrures. Moi, je replie vraiment mes crochets pour que... Je replie mes crochets vraiment pour que le piège il soit serré puis qu'il tienne là. Je mets ma... Fait que là, il serait vraiment enclenché. Là. Fait que si je peux pogner un raton laveur aussi. J'ai des ratons laveurs qui passent là, souvent dans des fossettes comme ça. Là. T'as pas mal... C'est vraiment un site de passage là, pour plusieurs animaux. Fait que ici, j'ai déjà pogné des ratons laveurs. Là, 2 ratons laveurs l'année passée ici. On est venu regarder des écureuils. Et là, on est venu. Il est 3h30. On vient de rentrer dans le fond pour le chevreuil. Ici, j'en pose quand même pas mal. J'ai plusieurs femelles, des veaux. J'ai quelques bocs aussi qui viennent. Fait qu'on va espérer être chanceux. Puis qu'il y ait un boc qui sort à soir. C'est sûr que là, durant la carabine, justement, il y a juste le mâle qui est permis. Fait que c'est sûr que ça diminue un petit peu les chances. Mais en ayant beaucoup de femelles là, sur le terrain puis proche, c'est le meilleur appât, la femelle. Là. Fait que le boc, quand les femelles sont à chaleur, le boc sort en arrière. Puis à ce temps-ci, on commence à être pas mal là, dans le rut. On voit les bocs qui rentrent sur les sites là, tout de suite après que les femelles soient venues. Ils ont le nez à terre. Fait qu'on va se souhaiter de la chance pour ce soir. Moi ici, j'ai fait une saline. Une saline, en fait, ce que ça comporte, il y a plusieurs manières de la faire. Il y a plusieurs techniques, plusieurs produits qu'on peut utiliser. Il y a plusieurs compagnies aussi qui font tout ce qu'il faut pour faire votre saline. Des salines, on fait ça au printemps, pas à ce temps-ci. Dans le fond, le chevreuil, comme l'orignal ou peu importe, il a besoin de minéraux. C'est avec ça, exemple le calcium, le phosphore, toutes ces choses-là. C'est salué essentiel là, pour son bon fonctionnement. Fait que les minéraux, on va en mettre beaucoup plus au printemps qu'à l'automne. L'automne, on va y aller avec de l'appontage, style des pommes, du blé d'Inde, des carottes, des choses comme ça. Moi, j'utilise des coulis fruités, des sels minéraux. Puis je viens rajouter des poudres odorantes là, aux fruits, des choses comme ça, sur ma saline. Il y en a beaucoup là, qui utilisent des blocs de sel, tout simplement. Ça peut être très efficace aussi de mettre juste un bloc de sel. C'est juste que de nos jours, il y a tellement de pression de chasse aussi autour que des fois, une petite différence là, dans notre setup, ça peut paraître. Moi, c'est pas des énormes bois que j'ai. Chez moi, j'ai plusieurs petits bois de passage. Fait que les chevreuils, ils sont pas tout le temps là en permanence. Fait que j'ai plusieurs petites installations dans différents bois, justement pour que qu'il y ait un petit quelque chose là à chaque endroit. Fait que ça évite qu'ils s'en aillent ailleurs. Ils restent toujours dans le secteur. Il y a plusieurs produits, comme je vous disais. Moi, j'ai fait une saline. Chaque saline a une saveur différente. Fait qu'ici, j'avais aux pommes. Puis ça a super bien fonctionné là, tout au long de l'été. On voit. Puis moi, je viens faire des rafraîchissements
chevreuil, il sait où l'emplacement, mais à toutes les fois, là, ça redonne un... Fait que malheureusement, ce soir, on n'a pas vu de chevreuil. C'est pas parce qu'il n'y en avait pas, comme on l'a vu sur les caméras, mais ça fait partie de la chasse. On a passé une belle après-midi. On est allé se promener dans le bois, on a regardé des caméras, on a remis en marche mon piège à pécan, on a vu quelques collets. Fait que là-dessus, on va avoir passé quand même une belle journée malgré tout. Puis on se souhaite de la chance pour la prochaine fois, puis on reste à l'affût. Ben, c'est le fun de voir une jeune fille. Oui. Hein? Peut-être pas de la relève parce que ça fait quand même quelques années qu'on voit Marilyn à la chasse et au piégeage. Oui. Mais seule, avec ses affaires, Oui. qui se débrouille très bien. Oui. Elle a armé un piège comme ça, elle avait sa pince, elle savait comment ça fonctionnait, puis elle nous parle comment elle fait pour apporter ses chevreuils, une différence entre le printemps et l'automne. Elle connaît elle connaît les bons rudiments de base. Tu vois que c'était pas sa première expérience, puis je trouve que ça donne un beau vent de fraîcheur à l'activité de voir des jeunes passionnés comme ça et des jeunes femmes qui sont aussi connaisseurs. Dans le milieu aussi. Oui, oui, absolument. Donc, je trouve ça très intéressant. Et vu qu'elle a essayé de chasser le chevreuil, ça m'a un peu... ça a attiré mon attention sur le fait qu'il y a eu une importante opération du département de la protection de la faune au Québec cette année. Une opération d'envergure, la première de l'histoire de la protection de la faune, c'est ce qu'on a appelé l'opération Panache. L'opération Panache était comme objectif une opération de visibilité. Parce que les agents de la faune, tu as entendu ça de tes oreilles, c'est sûr, étaient un petit peu tannés et exaspérés de se faire dire « On vous voit pas! Ouais. Vous êtes où? On vous voit jamais! On est témoin de certaines irrégularités, mais vous n'êtes jamais là. » Fait qu'ils ont pris ça au mot. Ils sont débarqués sans agents, Vincent, dans la zone 1 et dans la zone 2, à la mi-octobre, directement dans la zone, dans la période de chasse à l'orignal. Ils ont débarqué là avec la Sûreté du Québec comme assistants, les assistants de la protection de la faune dans les ecs, il y avait l'escouade canine qui était là avec les chiens, il y avait une équipe de drones également. Ils ont débarqué là avec tout l'équipement dans le but de rencontrer le plus de chasseurs possible et les sensibiliser à la réglementation. Dans un très grand territoire Dans aussi. un immense territoire. Ben, sais-tu qu'ils ont rencontré 6500 chasseurs? OK. À les sensibiliser. Bon, les gars, vous rentrez à la chasse à l'orignal, faites attention sur quoi vous tirez. Faites bien la distinction entre une femelle et un veau. Tu sais, comme moi, comment que ça peut être embêtant à l'orignal. Le respect de l'expédition de chasse. Oui. Hein? C'est encadré par la loi, l'expédition de chasse. Donc, vérifier que l'expédition... Et maintenant, ils ont donné une carte. Si jamais vous êtes témoin d'irrégularité, vous pouvez toujours appeler la centrale SOS Braconnage. Fait que leur travail était fait. Écoute bien ça, Vincent. Quelques semaines plus tard, ils ont eu le bilan de l'opération Panache. Ils en ont reçu des appels à la centrale SOS Braconnage. Ils venaient directement de cette campagne de visibilité-là qu'ils avaient faite dans la zone 1 et la zone 2, la Gaspésie puis le Bas-Saint-Laurent. Ça l'a amené à 245 ouvertures de dossiers. Ça veut dire qu'il y a eu des infractions, des irrégularités. Plus de 500 chefs d'accusation vont être déposés sur différentes petites infractions que les chasseurs eux-mêmes ont été témoins et ils ont appelé la centrale SOS Braconnage. Et ils l'ont dit. Ils l'ont dit, ils l'ont vu, ils l'ont témoigné. Ben, grosso modo, quelqu'un à la protection de la faune a fait un calcul préliminaire. Ça peut aller chercher en amende plus de 250 000 $ qui vont être redonnés au coffre de l'État. C'est quand même pas rien. Puis là, je suis sûr qu'il y a de quoi qui te brûle les lèvres. C'était quoi les gros... C'est-tu des réseaux de braconnage ou c'est juste des... En tout. C'est des gens comme toi et moi qui chassent. Une des infractions les plus souvent répertoriées, c'est que tu entends un coup de feu, tu te déplaces pour aller voir les corniflets un peu, puis là, tu t'aperçois que c'est pas la bonne bête qu'ils ont abattue.
OK. C'est ce qu'on appelle un abattage illégal. OK. Fait que tu as le droit, par exemple, au veau et au mâle, tu as abattu une femelle. Qu'est-ce qui arrive souvent dans les très grands territoires? Il y en a un qui tire complètement à l'est, il n'entend pas le coup de feu de celui qui vient de tirer dans l'ouest. Double abattage. Double abattage. Ça aussi, c'est quelque chose souvent de... Et quelque chose de nouveau qu'on a vu cette année de par le nombre d'infractions, c'est de ne pas avoir chassé dans la bonne zone. OK. Tu sais que sur un permis Ouais. de chasse à l'orignal, il y a la zone inscrite sur le permis qui te dit de chasser dans une zone. Et là, tu n'as pas chassé dans la bonne zone. Je comprends, je défends pas les chasseurs, là. Je comprends que des fois, la municipalité est divisée pratiquement en deux. Très Zone un, embêtant. Zone 2. La map n'est pas toujours bien faite pour ça. Non. Mais s'ils chassent depuis des années, ils savent qu'ils sont dans zone 1. Surtout en bordure, si tu Ouais. chasses dans une zone limitrophe à deux zones, informe-toi Ouais. comme il faut. Mais ce qui m'a vraiment renversé, puis je veux terminer avec ça, l'opération Panache nous a montré qu'il y a eu des infractions, Vincent, en 2023-2024 de chasse sans permis. OK. Aurais-tu cru ça, toi, qu'aujourd'hui, Sans permis on peut du chasser? tout. Pas de permis. OK. Pas un permis utilisé, puis Non. qu'on continue à Non. chasser pour un autre. Sans Il permis, n'y a pas de permis dans ses poches. à 70 pièces en moyenne, Oui. du permis Et tu chasses l'orignal, là, tu chasses pas la gélina tupée. Non, non, non. Parce que tu sais que ça te prend 2 coupons de transport Ouais. par bête abattue. Donc, ton copain, lui, a-tu son permis ou il l'a pas non plus, puis vous êtes les deux à chasser pas de permis? Ça m'a renversé de voir des infractions de ce genre en 2023. Probablement les dossards aussi. Ah, et j'en passe de différents types d'infractions, mais en tout cas, opération visibilité qui a fonctionné au niveau de la protection de la ponte, ça a eu tellement de succès qu'on nous a dit, méfiez-vous, ça ne sera pas la dernière dans les prochaines années. Alors, c'est déjà tout pour votre rendez-vous hebdomadaire de l'émission À l'affût. J'espère que cette émission vous a plu encore une fois. On remercie Mme Marilyn Soucy et son reportage de chasse et de piégeage. Je tiens à remercier M. Vincent Cloutier également pour sa présence assidue. Et nous, durant la semaine, on se gratte la tête, on ne sait pas quoi faire, mais on réfléchit toujours qu'à ce que l'émission À l'affût sera de retour.